Bon, eh bien, on va démarrer. Je sais pas ce que tu en penses, Océane, mais je pense que c'est le bon moment. On va Je pense commencer, aussi. nous, de notre côté, par euh, je suis projet chez Filagile depuis plus d'un an maintenant et j'accompagne des clients jusqu'à la certification ISO 27001, voire HDS, pour ceux qui traitent de data à caractère personnel. Et bonjour à tous. Donc moi c'est Océane, je suis référente à la protection des données donc dans la société Filagile et j'accompagne donc nos clients sur leur conformité RGPD et sur la partie contractuelle, notamment pour la certification HDS. Alors, il nous rejoindra en cours de route ensuite. On aura également Thomas de Mota qui sera présent. Thomas est le dirigeant de la société Filagile et qui interviendra pour parler un petit peu de la société et parler des différentes offres que nous avons sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. En attendant, je vais commencer à présenter un petit peu la société. Donc Filagile est une société qui accompagne des clients qui sont en général des TPE ou des PME. On travaille avec des clients qui ont de 10 à environ 1 millier de collaborateurs, donc on a quelques ETI quand même, sur des démarches de cybersécurité. De l'ISO 20, donc concrètement, on démarre avec des diagnostics et en fonction du besoin du client, on les accompagne jusqu'à des certifications. La plus connue étant l'ISO 27001. On peut également avoir des certifications plus spécifiques, comme la certification HDS pour les données de santé, comme d'autres certifications après qui sont plus liées à un État ou liées à une réglementation de secteur. Voilà, Thomas. Thomas, si tu peux repartir et continuer de présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Donc, on va parler de HDS lors de ce webinaire. Pour vous présenter rapidement, Filagile. Donc, on est spécialisé dans toutes les certifications liées à la cybersécurité, notamment donc ISO 27001, HDS et tous ces types de démarches. Donc, on anime. Est-ce qu'on peut passer la slide? Super. On anime des webinaires, aussi là, une chaîne YouTube sur ce thème-là en matière de certification et de cybersécurité. Donc, on accompagne nos clients sur le Secnum Cloud, sur la qualification Secnum Cloud, sur les nouvelles versions des normes 27001, la nouvelle version à venir de l'HDS, dont on va un peu parler aujourd'hui. Et aussi d'autres démarches comme le RGPD, comme les certifications cyber plus spécialisées. Donc aujourd'hui, euh, et puis on a aussi des solutions de sécurité parce qu'aujourd'hui, effectivement, toutes ces nouvelles normes, ces nouvelles versions des normes, pour être plus précis, comme la 27001, comme la nouvelle version HDS également, demandent beaucoup plus de sécurité. C'est moins documentaire et c'est plus orienté vers la sécurité. Donc, on aide nos clients et les sociétés qui le souhaitent à intégrer des solutions de sécurité open source que ce soit pour faire des plateformes de cybersécurité, des SOC, des SIEM. Et là, on cherche et on met en place avec eux des solutions innovantes, des solutions qui permettent d'aller vite pour être conforme rapidement et à moindre coût également, puisqu'à un moment donné, il faut aussi optimiser les coûts en matière de sécurité. Donc, nous, on a un travail de recherche, de mise en place avec nos clients et de formation sur ces solutions. Donc, on a fait pas mal de webinaires l'année dernière. Vous pouvez les revoir sur notre chaîne YouTube. Je pense que vous avez accès en dessous, en termes d'interaction, au lien vers la chaîne YouTube. Si jamais vous y arrivez pas, vous me le dites, mais normalement, vous devez avoir accès aux liens en dessous la vidéo. Donc, pas mal de webinaires, je disais, sur la transition ISO 27001. Sur HDS aussi, on en avait fait, sur les différentes certifications en cybersécurité. Donc, vous pouvez tout revoir, tous nos webinaires et d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, puisqu'il y a plus de 50 vidéos sur les certifications de mini-formations gratuites pour les gens qui s'intéressent. Alors, je crois que vous êtes déjà présenté. Je suis désolé d'être un petit peu en retard donc, pour ce webinaire, mais vous êtes déjà présenté. Donc, on va pouvoir commencer avec l'objectif de ce webinaire qui est donc de présenter la norme HDS, les évolutions de la norme et de remettre un petit peu à jour avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à échanger sur le chat. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas Louisin, à échanger, à nous poser vos questions
sur les différents sujets, sur le RGPD, sur HDS, sur la 27001, si vous voulez, si vous avez des questions, et on y répondra. Je laisse la parole à Nicolas. Merci à Merci. tous. On va démarrer avec une petite question pour nous permettre d'un petit peu mieux situer où vous en êtes dans votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, s'il vous plaît, eh bien, où vous en êtes? Donc déjà, si vous réfléchissez à vous faire certifier HDS, si vous êtes en cours de certification pour l'ISO 27001, qui est en l'occurrence bien sûr la première étape avant une certification HDS, c'est la première couche. Ok, vous réfléchissez à vous certifier. Beaucoup de monde réfléchit à se faire certifier. D'accord, très bien. Dans les résultats qu'on a, je ne sais pas si vous les voyez, on a 70% à peu près des personnes qui sont là qui réfléchissent à se faire certifier. Ça marche. Donc on va axer un peu ce webinaire sur l'explication aussi de ce que sont l'ISO 27001, ce qu'est HDS et ce que ça implique en termes de charge de travail et en termes de démarche. On a un petit échantillon de réponses, c'est suffisant. N'hésitez pas à me dire si la tendance s'inverse. On va basculer sur le slide suivant. Slide suivant, c'est l'ordre du jour. On a parlé un petit peu de qui nous sommes. Je pense que vous l'avez compris. On a parlé des objectifs de ce webinaire. Et maintenant, on va s'intéresser vraiment à ce qu'est la norme HDS. Et par définition, ce qu'est la norme ISO 27001, qui est le cœur de cette norme HDS finalement, HDS n'étant qu'une surcouche de protection et de réglementation en plus. On va parler premièrement des évolutions de 2022. En effet, en termes de cycle de certification, la vie d'une norme, c'est à peu près 4-5 ans. Et en 2022, on est arrivé au terme d'un cycle de certification d'un cycle de vie d'une norme qui s'était démarré en 2017-2018. On va donc voir un petit peu ce qui est arrivé en 2022 et ce que ça va entraîner comme évolution sur l'ISO 27001 et HDS. On va rappeler ensuite les objectifs de cette norme HDS. On va voir ensemble les définitions de ce que sont les données de santé et aussi essayer de déterminer avec vous si vous devez être certifié ou pas, puisqu'en général, c'est la première question que se posent les gens qui nous contactent, est-ce qu'ils doivent être certifiés ou non, parce que c'est pas forcément clair. On parlera également du processus de certification, des différentes activités de certification, et ensuite, la seconde partie du cœur de ce webinaire sera consacrée à la réussite du projet HDS. Comment faire en sorte de mener à bien son projet, quelles sont les différentes étapes, et quelle est la différence entre un projet avec une société qui est déjà certifiée ISO 27001 et une société qui n'est pas encore. On va voir tout ça ensemble. Alors pour faire un petit peu d'histoire et vous situer un petit peu l'évolution du cadre juridique autour d'HDS, sa raison d'être, c'est de garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel. Alors ça parle sûrement à beaucoup de monde, mais pour les néophytes, la disponibilité, c'est la possibilité d'accéder à la donnée en temps et en heure voulu. L'intégrité, c'est la possibilité de conserver la bonne valeur de cette donnée. Et la confidentialité, c'est de donner accès en lecture, en écriture à cette information seulement aux personnes qui en ont le droit. Et quand on parle de données de santé à caractère personnel, on va en reparler un petit peu après. Le but d'HDS, c'est de protéger les données de santé des différents patients, vous comme moi, de manière à causer du tort à ces personnes-là. En termes de cadre juridique, c'est une réflexion qui a démarré il y a à peu près une quinzaine d'années, en 2006, avec un premier décret qui a défini les conditions d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sur support informatique. Donc c'était au départ un agrément, c'est-à-dire que les sociétés qui hébergeaient des données de santé à caractère personnel envoyaient un dossier, ce dossier était examiné et puis on donnait l'agrément ou non. Ça a évolué en 2018. On est passé d'une situation agrément à une certification, avec donc un dépôt de dossier et ensuite un audit de certification, avec un auditeur qui est allé chez ces sociétés hébergeurs pour déterminer si la société appliquait bien le référentiel et était conforme à ce référentiel. On a désormais en 2022 une évolution. De 2018 à 2022, on a vécu avec la première version d'HDS et aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui va paraître. Parlons ensemble de l'évolution de 2020. Alors, on est en plein dedans. Il y a des éléments qui ont été faits, des éléments sur lesquels on est en attente. Il y a suite à l'évolution de l'ISO 27001, avec une nouvelle version qui est apparue en octobre 2022, une consultation a été lancée pour faire évoluer HDS sur 2022-2023. La période de consultation auprès des acteurs privés était entre le 3 novembre et le 9 décembre 2022. N'importe qui avait la possibilité de participer au sondage
via le site e-santé.gouvernement.fr. L'objectif était de répondre à différentes interrogations. Donc l'obligation de certification pour l'administrateur de ce service, la revendication excessive de revendications obtenues sur un autre périmètre, donc des sociétés qui disaient qu'elles étaient certifiées HDS sur toute leur activité alors qu'elles n'étaient certifiées que sur un petit périmètre, et puis aussi de la redondance entre le spécifique HDS et la norme ISO 27001. L'évolution de 2022 a aussi lieu pour s'adapter à l'évolution des lois extra-communautaires. Entre 2017 et 2022, plusieurs lois sont apparues encadrant les données de santé à caractère personnel, et il est important qu'HDS s'adapte aussi à ces évolutions. HDS devait aussi prendre en compte les évolutions technologiques, étant donné que 4-5 ans dans la vie de l'informatique, c'est énorme, et que de nouvelles menaces, et donc de menaces exploitant différentes vulnérabilités apparues, sont apparues. Et l'idée est bien sûr de s'adapter à l'ISO 27001 2022, la nouvelle version de l'ISO 27001, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous l'avez compris, l'ISO 27001, c'est le prérequis pour être ensuite certifié HDS. Parlons un petit peu de la transition. Pour ceux qui seraient déjà certifiés ISO 27001, voire déjà certifiés HDS. Je rappelle, pour vous dire que nous, notre travail, c'est d'accompagner justement des entreprises du secteur du numérique, donc des hébergeurs, des infogéreurs, des éditeurs de logiciels et des ESN/SSDI dans la transition vers la nouvelle version 2022. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, donc on a mis au point des formations, des accompagnements pour les transitions, pour les accompagnements depuis le début, mais également pour les transitions. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent ou si vous voulez en discuter pour savoir comment construire votre projet, comment le préparer et quelles sont les conséquences, n'hésitez pas, contactez-nous aujourd'hui, demain, via le site. Voilà, on est à votre disposition. On est toute une équipe pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous. Alors, pour parler de l'évolution 2022 HDS, donc on a parlé de la concertation publique de novembre qui a été analysée en janvier. Donc ça ne nous concerne pas, mais en France a été fait une notification à la Commission européenne pour faire évoluer la loi HDS, qui est une norme française, c'est important de le rappeler. Et en mars, donc prochainement, devrait arriver un guide de transition pour les organismes de certification et les hébergeurs. Donc on devrait avoir en mars l'application, le détail de nouveaux référentiels et en savoir un petit peu plus sur comment les organismes de certification vont faire évoluer leurs audits de certification, avec en octobre la mise en œuvre pour les nouvelles certifications et les renouvellements. Pourquoi cette date d'octobre est importante? Puisque c'est la date, le 31 octobre 2023, ce sera la date à partir de laquelle les organismes de certification arrêteront de certifier des sociétés sur la précédente norme de l'ISO 27001, la version 2017. À partir du novembre 2023, les organismes certificateurs certifiera sur l'ISO 27001 2022 et HDS. L'idée, c'est de s'adapter à cette norme ISO 27001. Donc, on peut imaginer, même si l'information n'est pas encore parue, qu'on pourra se certifier sur la certification HDS qu'avec comme base de départ l'ISO 27001 2022. Et donc, qu'on sera certifié sur l'HDS 2023. N'hésitez pas à nous poser des questions là-dessus. Si ce n'est pas clair, c'est un point important et on les abordera au fil de l'eau ou à la fin du webinaire. Passons à un sujet important, c'est de savoir si vous êtes concerné ou pas. Il y en a peut-être qui se demandent s'ils doivent être certifiés HDS ou non. C'est vrai qu'on se pose parfois la question en fonction de son activité. N'hésitez pas à nous expliquer votre contexte dans le chat. Mais poser, c'est son rôle en tant que société et en tant que vous hébergez peut-être des données de santé à caractère personnel, vous traitez peut-être des données de santé à caractère personnel. La première question à se poser, c'est si vous êtes responsable de traitement de ces données-là ou si vous êtes fournisseur d'une solution qui permet à un tiers de traiter des données. En l'occurrence, cette distinction est importante parce qu'il n'y a pas d'obligation pour le responsable de traitement d'être certifié HDS. En revanche, pour le fournisseur, c'est indispensable. Prenons exemple sur une société, appelons-la Covid-23, qui serait spécialisée dans
le fait de transmettre à des patients des résultats de tests de Covid. Cette société piocherait donc dans les bases de données de laboratoire les résultats des tests de Covid, donc le nom, le prénom et le résultat du test de la personne, les mettrait sur un format PDF et les transmettrait via l'adresse mail récupérée au dit patient pour que celui-ci ait son résultat tout simplement. Cet éditeur de logiciel devrait être certifié HDS en tant que fournisseur d'un service qui permet à des laboratoires de communiquer la donnée, positif ou négatif, à leurs patients, aux personnes qui sont fait tester. Ça, c'est la première question. En tant que fournisseur, vous devez être certifié HDS. Ensuite, c'est la nature des données. On parle de données de santé à caractère personnel. Si les données ne sont pas personnelles, c'est-à-dire que ce sont des bases générales de résultats positifs ou négatifs non liés à des noms et des prénoms de personnes, pour des statistiques, il n'y a pas d'obligation d'être certifié. En revanche, dès qu'un résultat, qu'il y a un numéro de sécurité sociale, qu'il y a des tests, des résultats de tests, on l'a dit, des résultats d'analyse, des propositions de traitement liées à une personne, vous devez être certifié HDS. Ensuite, on se pose la question du motif de recueil. Si c'est de la prévention, du soin, du suivi médical ou médico-social, on doit être certifié HDS. Si c'est du suivi de performance sportif, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, on s'intéresse aux déposants. En tant que producteur ou patient, ces personnes, si vous permettez à des producteurs de donner ou à des patients de récupérer des informations, vous devez être certifié. Et ensuite, une fois que vous savez que vous devez être certifié, vous devez vous intéresser au type de traitement et donc aux activités, couche 1 à couche 6, qu'on va voir juste après, sur lesquelles vous souhaitez vous faire certifier, puisqu'il n'y a pas un certificat HDS, il y a une certification HDS sur différents niveaux d'activité qu'on va parcourir ensemble. Je vais mettre directement ces couches, on les voit ici, couche 1 à 6. C'est un point important de la norme, puisque une fois que vous avez défini votre périmètre, il est important de savoir quelles activités vous faites certifier. On a des activités d'infrastructure physique et des activités en tant qu'hébergeur infogéreur. La première couche, c'est la mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastructure matérielle du SMSI. Cela signifie que si vous fournissez des locaux, si vous gérez des locaux sur lesquels on peut mettre des serveurs et que vous chargez d'approvisionner en froid ces serveurs, d'approvisionner en électricité ces serveurs et que vous chargez de la sécurité physique de ces serveurs afin que personne n'entre ou sorte, vous devez être certifié couche 1 si ces serveurs hébergent des données de santé à caractère personnel. Couche 2, c'est la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle. Ça signifie que si sur ce site physique, vous vous chargez de changer des disques sur les serveurs, d'intervenir si jamais il y a un pépin, de changer différents éléments sur le site en lui-même et sur les serveurs en lui-même, sur les machines physiques, vous devez être certifié couche 2. Donc ça, c'est 2 couches physiques. On passe ensuite aux couches hébergeurs infogéreurs. La première couche, la couche 3, la mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du SMSI. C'est si c'est vous qui vous chargez de créer les clusters sur les serveurs, de gérer les bases de données dessus, de mettre en place les machines virtuelles. Couche 3. Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle. Donc là, ça va être par contre les machines virtuelles en tant que telles. Couche 5, administration et exploitation du SI. C'est la couche infogéreur. Si vous mettez à disposition du client une application que vous infogérez, c'est-à-dire que vous permettez d'effectuer divers traitements sur cette plateforme d'application, que vous configurez les droits d'accès, que vous configurez la volumétrie des données, etc., vous devez être certifié couche 5. Couche 5 qui est entre guillemets la couche la plus délicate puisqu'il faut avoir quelques petits documents en plus. On verra par la suite. Ensuite, la couche 6, sauvegarde externalisée de données de santé. Si vous chargez les sauvegardes externalisées de données de santé, vous devez être certifié sur la couche 6. Pour poursuivre sur les données de santé à caractère personnel, on va faire un petit rappel. Les données de santé à caractère personnel, par définition, sont les données relatives à la santé physique ou mentale, que ce soit la santé physique ou mentale passée, présente ou future, d'une personne physique, donc vous et moi.
Et c'est important de dire que c'est une DSCP si elle révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc ça peut être des informations relatives à une personne type administrative, donc un numéro de sécurité sociale ou des identifiants uniques permettant de retrouver la personne, qui seraient liés à des informations concernant une maladie, donc des résultats de prise de sang, des diagnostics médicaux, des traitements cliniques, états physiologiques, antécédents médicaux, ou des informations obtenues lors d'un test, des résultats d'examen d'une partie du corps, ou des résultats d'examen à partir de données génétiques ou d'échantillons biologiques. Si vous infogérez ou stockez des données de ce type pour le compte d'un tiers ou de tiers, et que vous vous placez dans ce schéma-là, vous devez être certifié HDS. On peut s'intéresser maintenant aux objectifs de HDS. Alors HDS a deux objectifs. Le premier, c'est de renforcer la protection de ces données SCP, et le second, c'est de construire un environnement de confiance autour du e-santé et du suivi des patients. En effet, on voit dans l'actualité, il y a de plus en plus depuis quelques mois maintenant, voire années, de plus en plus d'hôpitaux ou de secteurs du privé qui sont touchés par des fuites de données, voire la corruption de bases de données et du blocage de systèmes d'information. Alors qu'en parallèle, de plus en plus d'acteurs du médical commencent à faire passer des informations via le numérique pour communiquer plus facilement avec les patients. On en est même à faire des consultations médicales à distance. C'est pour ça que le e-santé souhaite construire un environnement de confiance pour que les patients puissent sereinement mettre des données et effectuer des téléconsultations. L'enjeu principal étant la protection des DSCP. Donc vérifier les règles de conservation, vérifier la finalité de traitement, vérifier les règles de restitution de ces données ou de suppression. Et HDS se base sur un ensemble d'exigences. Les exigences ISO, on l'a dit, la première surcouche, le cœur de HDS, c'est l'ISO 27001. Les exigences à mettre dans les contrats, donc pour s'assurer que les clients ont le pouvoir sur leurs données, grosso modo, et des exigences juridiques qui viennent notamment de la CNIL. Pour ceux qui connaissent des cycles de certification ISO, le cycle de certification HDS suit à peu près ce schéma, qui est entre guillemets classique. Si vous souhaitez être certifié HDS, vous devez effectuer une demande de certification auprès d'un organisme de certification. Ce sont des sociétés qui sont accréditées pour auditer d'autres sociétés et dire si elles ont le droit d'avoir la norme ou non. Donc vous en connaissez peut-être, pour ne pas les nommer, l'AFNOR, LSTI, LNE, SGS également. L'organisme certificateur effectue alors une étude préliminaire des documents envoyés par l'hébergeur. Ils vont demander un certain document, ils vont les regarder et vont vous dire si vous êtes apte à effectuer les premières étapes d'audit. Ensuite, l'organisme de certification audite le SMSI, Système de Management de la Sécurité de l'Information. Donc ça dépend, chaque organisme de certification a son process. En général, il y a deux étapes. Une étape documentaire qui se fait à distance sur un tiers des jours à peu près, où ils vont regarder les documents, ils vont vérifier que vous avez bien tous les prérequis. Et ensuite, entre 1 mois et 3 mois après, ils vont venir sur votre site pour vérifier que c'est bien mis en application, grosso modo. Si vous êtes apte, si vous remplissez les conditions du référentiel, vous êtes alors accrédité et vous obtenez un certificat valable 3 ans. Ce certificat, pour le conserver les 3 ans, vous devez maintenir votre système de management de la sécurité de l'information. C'est pas seulement un examen, il y a l'idée d'amélioration continue, puisque chaque année, un auditeur de l'organisme de certification, généralement c'est la même personne qui vous suit pendant 3 ans, va revenir pour faire des audits de surveillance et vérifier que vous avez appliqué les correctifs qu'il vous a recommandés l'année précédente et vérifier que vous continuez d'améliorer votre sécurité de l'information. Alors la première question à se poser avant de démarrer un projet HDS, c'est savoir si vous avez déjà un SMSI sur lequel vous appuyez. Quand on parle de SMSI, on parle de système de management de la sécurité de l'information. En effet, le SMSI, c'est ce qui est demandé de mettre en place via l'ISO 27001 et c'est le prérequis de la norme HDS. L'ISO 27001 étant, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, une norme internationale, donc ISO, qui est liée au système de management de la sécurité de l'information. Le système de management de la sécurité de l'information étant
espèce de tabouret à 3 pieds de la sécurité de l'information, c'est-à-dire un ensemble de mesures à mettre en place, mesures techniques, un ensemble d'encadrement de processus via des documents, donc des bonnes pratiques à mettre en place sur les différents processus de sauvegarde, processus de gestion des incidents, processus de gestion des changements, avec pour chacun de ces processus des directives de la directive stratégique que l'on met dans une politique des sauvegardes, gestion des incidents, gestion des changements, qui vont contenir les grandes lignes de ce qu'il faut respecter. Chaque politique est ensuite associée à une procédure opérationnelle où en fait l'équipe chargée de la gestion des incidents ou de la gestion des changements ou de la gestion des sauvegardes va indiquer comment elle applique et comment elle vérifie que les exigences qui sont dans les politiques de la direction sont bien mises en place. Donc les procédures, c'est l'aspect un petit peu tactique de comment réaliser les directives qui sont dans les politiques. Et enfin, le troisième, c'est la sensibilisation des collaborateurs. C'est-à-dire que tous les collaborateurs étant potentiellement des vulnérabilités, il s'agit de les transformer en remparts pour que ceux-ci soient capables de détecter les menaces, comme les emails de phishing, comme les clés USB infectées, comme des comportements à ne pas avoir, afin de protéger votre système d'information. L'ISO 27001 vous permet de travailler sur ces 3 axes et d'avoir ainsi un système de management de la sécurité de l'information. C'est pour ça que c'est la base des exigences HDS. On l'a en haut à gauche. Il y a quelques exigences dans HDS qui sont l'ISO 27001 plus un renforcement un petit peu. À ces exigences-là vont être associées des exigences liées à l'ISO 20000. Donc c'est-à-dire l'ISO 20000, c'est de la gestion du changement dans votre service, dans le service que vous fournissez. Autant l'ISO 27000, on est certifié sur un périmètre de certification, un périmètre du SMSI, qui peut contenir des équipes, des produits, des sites physiques, des logiciels. Autant HDS, ça va être sur un périmètre aussi, mais les exigences vont plus porter sur le produit en lui-même, le produit que vous fournissez à vos clients, qui va traiter les données et ou les héberger, ou les infogérer. Donc l'ISO 20000, c'est des 5 exigences sur ce produit en question, ce service que vous fournissez à vos clients, s'assurer que lorsque vous faites des modifications de ce service, vous vérifiez qu'il n'y a pas de risque supplémentaire sur les données qui peuvent apparaître, et pour s'assurer également que vous assurez la continuité de l'activité sur ce service, donc le moins d'interruptions possible et le moins de perte de données possible en cas de problème, grosso modo. Le cœur de l'HDS, c'est la protection des données de santé à caractère personnel, sur les exigences propres. C'est-à-dire que vous avez 25 exigences qui sont pour la plupart contractuelles et ou réglementaires, plus des renforcements de mesures de sécurité auxquels on va s'intéresser après. Enfin, vous avez quelques exigences complémentaires sur les audits, sur le langage, sur des bonnes pratiques à avoir que vous devez faire appliquer par vos clients. C'est grosso modo la partie un peu fourre-tout. On a retrouvé toutes les exigences qu'on ne savait pas où mettre ailleurs. Alors, on peut s'intéresser rapidement, on va aller rapidement dessus sur les 4 parties différentes. Exigence ISO 27001, donc vous devez avoir un domaine d'application qui inclut les activités HDS. Donc on doit préciser sur les 6 activités qu'on a vues tout à l'heure, celles sur lesquelles on souhaite se faire certifier. On doit inclure dans notre analyse des risques qui pèsent sur notre société un risque lié à la perte, le vol, la corruption ou la fuite de données de santé à caractère personnel. On doit ajouter dans un document important qui s'appelle la déclaration d'applicabilité l'ensemble des exigences de HDS. On doit indiquer, si on externalise des sauvegardes, les mesures de protection que nous avons associées à celles-ci. Et on doit avoir des dispositions précises sur l'audit des systèmes d'information. On parlait tout à l'heure des exigences de l'ISO 20000 sur la gestion de services. On a des exigences sur la planification de nouveaux services, c'est-à-dire qu'on va devoir identifier, grosso modo, l'IHDS, il faut documenter. Et donc, vous devez prouver à l'auditeur que vous avez notamment identifié les exigences et parties intéressées de ce service ou de l'évolution de service, documenter sa planification d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue organisationnel, qui va travailler dessus, à quel moment, un calendrier de mise en œuvre et les risques que peut occasionner ce nouveau changement. Et ensuite, l'impact potentiel sur votre service. Concrètement, on va venir compléter la politique de gestion du changement avec différents points, avec une checklist. Ensuite, il y a des
exigences liées à la conception et l'implémentation des nouveaux services par rapport aux exigences des parties intéressées, sur la planification et sur l'impact potentiel. Et ensuite, on va voir la continuité de service et la disponibilité, avec un plan de capacité RH en place, des outils de capacité technique et de supervision sur votre activité pour vérifier que, grosso modo, vous respectez les mesures contractuelles, donc le temps de disponibilité défini avec le client, le temps de réponse au support qui est contractualisé en cas d'incident majeur, etc. Et que vous avez un plan de reprise d'activité si jamais il y a un risque qui se réalise et qui rend votre service indisponible. Ensuite, le cœur, c'est, on le disait tout à l'heure, les mesures relatives à la protection des données de santé à caractère personnel. Tous les traitements que vous effectuez dans votre service doivent avoir une finalité. Vous devez donc avoir un registre de traitement des données de santé à caractère personnel, dans lequel vous avez la liste des données de santé à caractère personnel que vous gérez dans votre logiciel et la justification de pourquoi vous la stockez ou vous la transférez de un point A à un point B. Votre contrat avec votre client doit définir ces exigences, elles doivent être listées. Et vous devez préciser que vous récupérez ces données uniquement pour ces traitements et que vous n'avez pas le droit d'effectuer des statistiques avec ces traitements ou les revendre, bien sûr, etc. Il y a des règles sur la communication de ces données, notamment la notification en cas de communication de données de santé à caractère personnel, la traçabilité en cas de communication et s'assurer de l'intégrité et l'acquittement des échanges. Donc ça, c'est d'un point de vue technique, par exemple avec du TLS, pour s'assurer que tout arrive, que en cas de transfert de données, c'est bien protégé. Ensuite, on a des mesures sur les droits des personnes. Donc là, ce sont les droits RGPD. On vient s'assurer qu'ils sont bien appliqués et qu'on a de la traçabilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez une demande sur votre plateforme de suppression ou de récupération de données faite par un patient, généralement ce sont des utilisateurs de vos clients, et bien soit que vous traitez la demande, et ça doit être tracé dans un registre, soit que vous transférez la demande au responsable de traitement, qui est la personne chez ce client qui gère tous ces patients et qui va venir supprimer les données ou les modifier. Donc ça doit être tracé. On a ensuite des exigences sur la transparence sur la sous-traitance. Vous devez indiquer dans votre contrat quels sont les sous-traitants qui participent à la fourniture du service que vous faites pour votre client et donner la possibilité à votre client de refuser un changement de sous-traitant pour des raisons valables bien sûr, ou alors de mettre fin au contrat si jamais il juge que le changement de sous-traitant que vous effectuez est dangereux pour son activité. Vous avez ensuite des exigences liées à la responsabilité. Vous devez désigner les sous-traitants. C'est ce que je viens de dire, pardon. Donc, on permet aux clients de refuser ou de résilier en cas de désaccord, responsabilité liée au sous-traitant. Et enfin, une mesure liée à la localisation des données. Vous devez indiquer le ou les pays de localisation des données et en cas d'hébergement en France, prendre des dispositions sur les transferts de données. C'est une référence au Patriot Act, par exemple, qui permet aux États-Unis de récupérer les données qui seraient stockées sur leur propre territoire. Autant vous dire que pour HDS, l'éditeur préfère que les données soient stockées en France ou à minima en Europe. On a ensuite un ensemble de mesures sur lesquelles on ne va pas s'attarder puisque ce sont des mesures qui sont techniques, qui sont assez logiques aussi et qui sont déjà dans l'ISO 27001, des mesures sur la restriction de papier, on n'a pas le droit en fait d'imprimer des données de santé à caractère personnel, on protège les données de santé à caractère personnel des collaborateurs, les données personnelles tout court d'ailleurs, on contrôle et on trace la gestion des sauvegardes, on interdit au maximum l'utilisation de supports de stockage, ou si on le permet, on chiffre les disques durs ou les clés USB si jamais elles hébergent des données de santé à caractère personnel. On évite d'utiliser au maximum les réseaux publics, ou on prend des dispositions pour garantir une connexion sécurisée. On fait un maximum d'attention aux accès users en appliquant la règle des moins de privilèges. On respecte le RGPD, naturellement, donc avec un registre de finalité de traitement de données. On fait attention à la sous-traitance et on fait attention à la localisation des données. On a également des règles sur la notification. Le contrat doit vous obliger de notifier votre client en cas d'atteinte à la sécurité de ses données. Et on doit respecter les règles de la CNIL à ce propos. C'est-à-dire que si c'est une violation de données qui est majeure en termes de volume ou en termes d'impact sur le client, on a l'obligation de l'informer et on a surtout l'obligation de le notifier à la CNIL. Ensuite, on doit intégrer la procédure de gestion documentaire.
On a enfin les dernières exigences complémentaires. Donc sur les rôles et responsabilités, on doit répartir les responsabilités dans le contrat. Enfin, plutôt, on doit inclure la répartition des responsabilités dans le contrat. Que doit faire le client? Que doit faire votre société? On doit indiquer dans le contrat que le client doit respecter la PGSSIS. Alors ça, c'est une mesure que l'auditeur ne pourra pas vérifier, mais vous devez avoir indiqué dans votre contrat que s'ils utilisent votre application, votre service, les clients ou les utilisateurs du client doivent respecter la PGSSIS, qui est un référentiel de santé, de bonnes pratiques, qui est un référentiel de bonnes pratiques de sécurité de l'information. On doit avoir la déclaration d'applicabilité qui est en français, un service support qui est en français également, et un service qui est en français. C'est une norme française qui s'adresse à des Français. Et la liste des contacts clients doit être disponible assez facilement, avec la raison sociale, le nom et prénom, et un contact qui est capable de transmettre un référentiel médical dans la société. Et enfin, on a les rapports d'audit. Votre contrat et votre politique d'audit, et ou votre politique d'audit, doivent indiquer que le client a la possibilité de demander des rapports d'audit et de les consulter. Et vous devez encadrer la possibilité que ceux-ci effectuent eux-mêmes ou envoient en tout cas un prestataire pour faire un audit sur votre service. Alors au niveau de la mise en place de la couche HDS sur votre SMSI, la question à se poser, c'est si vous avez déjà un système de management de la sécurité de l'information en place. Par rapport aux différentes thématiques qu'on a vues, il y a différents documents qui sont obligatoires. Des documents liés au traitement des données, politique de traitement des données, la politique de gestion des changements qui doit être renforcée avec les différents points qui sont listés dans HDS. Donc là, c'est entre guillemets facile, c'est-à-dire qu'il y a les points sont nommés et il faut les inclure dans la gestion des changements, donc dans vos tickets où vous tracez les changements ou dans des fiches Excel ou fiches Word. Il y a les exigences sur les transferts de DSCP, donc s'assurer que tous nos flux qui ont des données de santé sont à minima TLS 1.2 ou 1.3, ou d'autres technologies à l'état de l'art en termes de chiffrement, et que les sauvegardes de DSCP sont correctement effectuées, protégées et backupées. Au niveau des règles d'audit, il faut passer une couche sur les règles, la politique d'audit des pratiques de sécurité. C'est le dernier point qui est tout à l'heure. Et enfin, il y a un gros point sur les sous-traitants. On disait tout à l'heure, il faut renforcer dans le contrat la partie sur les sous-traitants, en indiquant qu'en cas de changement de sous-traitant, le client a la possibilité de refuser le changement ou alors de quitter le contrat sans pénalité. On parle bien sûr de fournisseurs, attention, impliqués dans le service que vous fournissez. Par exemple, si vous passez d'un hébergement OVH à un hébergement AWS. On ne va pas s'intéresser au changement de fournisseur de la panière à fruits qui arrive tous les lundis matins dans votre bureau. Ensuite, on a la gestion et responsabilité de l'hébergeur et de ses sous-traitants. Là-dessus, ça on a dit les contrats, il faut une annexe de ses sous-traitants dans le contrat. Il faut que ça soit apparent justement. Et on a fait le tour. Là, c'est un schéma qui vous explique un petit peu l'ISO 27001. Je vois qu'il est déjà 17h41, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Si vous voulez en savoir plus sur l'ISO 27001 en tant que tel, je vous redirige directement plutôt vers notre webinaire dédié sur l'ISO 27001. Et donc, si vous n'avez pas de SMSI en place, on va directement le mettre en place ensemble. Dans le processus d'accompagnement, on met en place ISO 27001 en même temps que HDS. C'est-à-dire que c'est un processus en 6 étapes. Lors de la première étape, qui dure à peu près 3 semaines, on définit le domaine d'application de votre SMSI. C'est-à-dire qu'on va déterminer les activités, le site, ou les sites physiques, les équipes, les produits sur lesquels vous souhaitez être certifié. C'est votre périmètre de système de management de la sécurité de l'information. On doit veiller à avoir un enjeu lié à la protection des données de santé caractère personnel et d'avoir dans nos parties intéressées les exigences donc des clients qui ont des DSCP. La seconde partie, ça va être l'analyse des risques, durant laquelle, pendant un mois, on va venir regarder les informations qu'il faut protéger, identifier les risques qui peuvent peser sur ces informations, proposer d'évaluer le niveau de ces risques, s'ils sont probables, improbables et leur impact, ça nous donne un niveau de risque, et tous les risques que l'on juge supérieurs à un seuil qu'on définit
comme acceptables, on va devoir venir les traiter, c'est-à-dire proposer des mesures qui permettent de les diminuer. Dans cette étape, il faut déterminer un risque lié à la fuite de DSCP et un risque lié à l'atteinte de disponibilité. On fait ensuite la déclaration d'applicabilité, où on prend les mesures de l'annexe A de l'ISO 27001, qui sont des mesures technico-organisationnelles qui permettent de se protéger des risques, et on inclut les 39 mesures HDS, dont on a vu les grandes idées juste avant. Ça fait un gros document. On a ensuite la partie gestion de projet en parallèle, où on rédige tous les documents, ISO 27001 et HDS. On met en application dans votre société. Donc les documents HDS étant ceux-là, politique et procédure de gestion des changements de service, politique et protection de données de santé à caractère personnel, la déclaration des sous-traitants dont on a parlé, la procédure de gestion des demandes des droits des personnes. Donc grosso modo, ce sont des documents dont on a déjà parlé auparavant et sur lesquels nous avons des templates et sur lesquels nous vous formons aussi pour mettre en place ça chez vous si vous ne l'avez pas. Et une fois que ça c'est en place, on vient se préparer à la certification, donc en s'entraînant à répondre à un auditeur, en s'entraînant à manipuler notre outil de système de management de la sécurité de l'information, en s'entraînant également à préparer les preuves pour les montrer facilement à l'auditeur. On va ensuite passer l'audit, les étapes d'audit. Donc il y a l'audit interne, durant lequel on va faire grosso modo un passage en conditions réelles, où un autre auditeur de fil agile, en dehors de votre chef de projet, viendra regarder si votre référentiel est conforme à ce qui est attendu, si votre SMSI est conforme au référentiel, mesurer les écarts entre les deux et vous suggérer des actions pour être ensuite certifiable. On a ensuite l'étape de certification avant la livraison du certificat. Alors, on allait un petit peu vite volontairement sur la fin pour vous laisser du temps pour les questions. N'hésitez pas à nous les poser et à nous dire sinon si vous avez des sujets précis que vous souhaitez revoir. Peut-être remontrer le tableau où il y a les éléments qui permettent de choisir si on doit être certifié ou pas. Alors, il y a une question, qu'est-ce que DSCP? Est-ce que tu peux expliquer ça, DSCP? Je vais mettre ce tableau et je vais laisser Océane en parler un petit peu. Ça portera Oui, pas de problème. En fait, une DSCP, c'est tout simplement une donnée de santé à caractère personnel. Donc, on entend par là une donnée portant, de manière générale sur quelque chose en relation avec la santé et qui permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne grâce à cela, justement. Ça peut être, j'entends par là, voilà, tout ce qui est résultat d'un test. Ça peut être également lié à des examens qui permettent, grâce au numéro de sécurité sociale, de vous identifier. Voilà, des petites choses comme ça qui concernent la santé et qui permettent d'identifier une personne ou du moins de la rendre identifiable. Très bien. Et du coup, on a une autre question. Est-ce qu'on a les éléments sur les prochaines exigences du référentiel HDS? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a à disposition là à présenter ou ça peut faire l'objet d'un complément de webinaire? Ça fera l'objet Nicolas? d'un complément. Ouais, Ok. ça fera l'objet d'un complément, effectivement. Je vous remets le schéma des évolutions. En mars est censé sortir la publication d'un guide de transition pour les organismes de certification et les hébergeurs. Il y a déjà un référentiel qui a été publié en étude, en proposition et qui est maintenant validé. Donc on pourra regarder ça et puis faire une présentation là-dessus sur l'analyse des exigences. Alors il y a une question sur la solution SMSI. Alors je ne sais pas de quelle solution il s'agit, si c'est la solution d'open source, donc c'est en cloud, qu'elle s'installe en cloud, elle permet de gérer donc la partie SMSI pour un système 27001, un système HDS. C'est pas grave pour les fautes d'orthographe. On a compris les questions, c'est clair. Et du coup, oui, c'est installé en cloud, mais ça peut être installé aussi oui, c'est open source. C'est une solution open source. Et du coup, ça peut être aussi installé on-premise. Les deux sont possibles en fait.
Et on a des présentations sur la chaîne YouTube. On pourra vous envoyer le lien des présentations. On peut vous faire aussi une démonstration des solutions open source. Parce qu'on a deux plateformes, une plateforme open source pour la GRC, donc pour tout ce qui est SMSI, certification 27001 HDS et autres. Et, euh, et également une plateforme de cybersécurité qui est elle, basée sur Wazoo. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, je ne sais pas, TikiWiki, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est intéressant la question qu'on a posée sur comment je me souhaite me spécialiser dans la gouvernance. Est-ce que je suis obligé de me certifier sur HDS pour travailler dans le domaine en tant que junior? Je pense que nous, enfin, la façon dont on aborde les sujets de la certification HDS, c'est vraiment une surcouche de compétences. On a donc une juriste qui est spécialisée sur la donnée de santé. Et c'est plutôt le côté juridique, en fait, c'est plutôt un côté juridique, mais on peut tout à fait, on a des auditeurs comme Nicolas qui sont certifiés 27001 en tant qu'auditeur, en tant qu'implémenteur, et qui ont suivi une formation complémentaire sur la partie HDS pour réaliser des audits ou des accompagnements. Mais après, c'est aussi des juristes qui vont se former sur la partie vraiment données de santé, être spécialisé dans la e-santé. Donc, faut commencer, à mon avis, plutôt sur les parties 27001, qui est le référentiel un peu générique aujourd'hui en matière de cybersécurité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, si tu veux compléter cette partie. Bah, Ah, après, on répondra à la question de... Allô? à peu près un an, effectivement, un an et demi. Je vous conseille de commencer par l'ISO 27001, effectivement, qui est une norme beaucoup plus générale et beaucoup plus, enfin, Mm, c'est la porte d'entrée pour la gouvernance cyber, je pense. mm. Comme on le disait tout à l'heure, c'est la porte d'entrée aussi pour toutes les sociétés ensuite derrière. Et ensuite, vous spécialisez vers d'autres normes, notamment HDS, notamment une norme qui est sortie, l'URGPD NF 552, non, Thomas, qui Ouais, permet, ouais. alors, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que toutes ces histoires de certification, en fait, on pose la question, c'est l'établissement et pas la personne qui est certifiée HDS, différent de 27001. En fait, vous avez des certifications de personnes et des certifications d'entreprise. Et une société peut être certifiée 27001, une société, enfin un hébergeur peut être certifié HDS. Donc ça, c'est la certification d'entreprise. Mais on a aussi des certifications de personnes où on certifie les compétences et on peut certifier les compétences lead auditor, enfin auditeur 27001, implémenteur 27001, auditeur HDS. Donc il y a vraiment les deux processus de certification. Et, euh, et du coup, sur la partie 27002, ça, c'est un guide. C'est pas une norme qui est utilisée en certification. C'est un guide, mais dans les nouvelles versions 2022, c'est un guide, enfin, même avant, hein, ça l'était aussi. Donc, c'est en fait la 27002, c'est toutes les mesures de sécurité détaillées qu'il faut mettre en place dans le cadre de la 27001. Et ça devient de plus en plus obligatoire au sens où la nouvelle version de la 27001 et donc du HDS, c'est pareil, ça va devenir beaucoup plus technique, ce que je disais en introduction. Donc effectivement, la 27002, mais ce serait intéressant qu'on fasse effectivement un webinaire dédié à la certification et aux différentes certifications dans le domaine cyber. Et effectivement, il y en a une qui peut être intéressante pour ceux qui veulent certifier leur logiciel, parce qu'on a aussi des certifications de produits. Donc voilà, on a des certifications qui sont des certifications d'entreprise, des certifications de produits, des certifications de personnes dans le domaine cyber. Et donc, ce serait intéressant, effectivement, 27002, ce sont toutes le guide hein, de mise en œuvre des mesures de sécurité. Donc, oui, ce serait intéressant un jour de faire un webinaire, une présentation sur l'ensemble des certifications dans le monde cyber et pour éclaircir ces sujets. Je ne sais pas si on peut remettre la présentation. Je ne sais pas si on voit la présentation. Je suis pas sûr. On arrivait à la fin. Je ne sais pas si vous avez d'autres ISO questions 27001, encore. ISO 20.
Et après, ouais. Donc effectivement, parce que dans le domaine de la certification logicielle, là, alors là, il y a beaucoup de certifications sur les dispositifs médicaux, sur les certifications RGPD, certifications en facturation. Voilà, les logiciels, il y a beaucoup de certifications. S'il n'y a pas de plus de questions, on va pouvoir, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que sinon on peut peut-être parler du prochain webinaire? Alors, Ouais, je bascule. Hop, je te remercie. hop. Donc le prochain webinaire, on l'a appelé Masterclass. C'est préparation, obtention et transition et nos secret sauce, un peu nos méthodes, nos tips, notre bonne pratique pour passer à la version 2022 sans trop de difficultés. C'est-à-dire comment préparer correctement la certification, comment faire les transitions avec les mesures techniques. Donc, c'est le 30 mars à 17 heures. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous enverra un petit email, de toute façon, pour que vous puissiez vous inscrire et discuter et faire un premier retour d'expérience, on va dire, sur les premières mises en œuvre. Il y a des certifications qui ont eu lieu sur ce nouveau référentiel, même si elles ne sont pas encore sous accréditation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore totalement officialisées, mais ça va venir. Mais les entreprises pourraient déjà se faire certifier ou se faire se renouveler sur cette nouvelle version. Et donc, nous, on a déjà commencé à travailler sur la mise en place, évidemment, la transition. Et donc, l'objectif de ce prochain webinaire, c'est vous transférer un petit peu notre méthode, la façon dont on va opérer, quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont un peu les astuces pour passer sans trop de difficultés à cette nouvelle version qui est plus technique, mais voilà, qui va être indispensable puisque la 27001, ça devient le référentiel du domaine numérique et toutes les sociétés aujourd'hui passent sur cette certification. On a eu des bons de 50% de recours à cette certification en France. Donc c'est vraiment une certification qui devient de plus en plus euh, importante. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est toujours un plaisir de présenter. Merci à Nicolas, merci à Océane d'avoir été présent et d'avoir animé ce webinaire. Donc voilà, merci à tous et puis j'espère au 30 mars vous retrouver. Merci à vous. N'hésitez pas à Merci à regarder les tous. autres webinaires sur la chaîne YouTube Philagile, où, comme on le disait tout à l'heure, vous avez un webinaire par mois, notamment ceux qui s'intéressent beaucoup plus à l'ISO 27001. On a des webinaires dédiés sur la en tant que tel, sur la transition ISO 27001 2022, depuis 2017, ou alors s'adapter au 2022 tout court d'ailleurs, sur les projets HDS également, et sur d'autres sujets. Donc on fait également dans d'autres domaines, la veille cyber avec une vidéo cyber qui sort chaque mois avec les actus cyber. Voilà, pour en savoir plus sur les vulnérabilités qui détecter, les menaces principales, donc n'hésitez pas. Merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.